le Mali, vite fait, récupère 3 tonnes d'or malien d'une valeur de 245 millions de dollars des mains imméritées de Barrick Gold. Ça, c'est une nouvelle qui m'a fait tellement plaisir. Maliba. Maliba, il ha! Oh là 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 là. C'est-à-dire que j'étais assis ici, je ne savais même pas comment me réjouir. Je vous ai dit, il y a à peine un mois, que ces gens de Barrick Gold, qui ont commencé à engueuler le Mali alors qu'ils ont la main dans la bouche du Mali, que ça n'allait pas durer, le Mali allait les mordre. Je vous ai dit ça, oui ou non? J'ai dit que tous les bavardages de Barrick Gold, oh, on va voir la justice, on va faire tous ces bavardages-là, allaient se résoudre par un seul acte souverain du Mali. C'est la nationalisation des exploitations d'or, des usines d'exploitation d'or de Barrick Gold. Nationalisation. Je vous ai dit ça ou pas? Est-ce que j'ai donné une conférence ici sur les nationalisations? Elle est disponible, hein, cette conférence. C'est une masterpiece. Une conférence sur la philosophie économique des nationalisations. L'enjeu des nationalisations pour l'Afrique contemporaine et leur impact dans la relance et la renaissance économique africaine. N'est-ce pas? Bon. Mais aujourd'hui, l'élément que je veux commenter est double. Dans cette information, c'est-à-dire la saisie de la production d'or de Barrick Gold par les autorités, je voudrais d'abord commencer par corriger une première aberration qu'on est en train de lire dans la presse internationale et surtout d'ailleurs dans la presse de la France-Afrique, la presse anglo-saxonne. Et dans la presse anglo-saxonne. Je prends un titre comme celui de Associated Press. Associated Press écrit « Mali seizes 3 tons of gold from Canadian company Barrick amid dispute over share of revenue ». Le titre de Associated Press est fallacieux. Traduction, le Mali saisit 3 tonnes d'or de la compagnie canadienne Barrick en raison d'une dispute, d'un désaccord sur le partage des revenus. Dans ce titre et dans la ligne éditoriale des grands quotidiens occidentaux sur cette affaire, il y a quelque chose qui est incongru. C'est l'expression 3 tons of gold from Canadian company Barrick. 3 tonnes d'or de la compagnie canadienne Barrick. Mais Barrick n'a jamais possédé l'or du Mali. Barrick exploite l'or dont le Mali est propriétaire. Barrick n'est pas propriétaire de l'or du Mali. Le propriétaire de l'or du Mali, c'est le peuple malien, représenté par son État, l'organisation du pouvoir politique malien. Donc il faut déjà replacer la mosquée à sa place dans le village, l'église à sa place dans le village, le bois sacré à sa place dans le village. L'or là, il n'appartient pas à Barrick Gold. L'or appartient au Mali. Barrick Gold est un exploitant. C'est un locataire provisoire. Il faut remettre les choses à leur place. And let me say it in English. Everywhere in English-speaking medias, you are writing in a wrong way the case between Mali and Barrick Gold Company. You write this, how unbelievable sentence. You write that Mali has seized 3 tons of gold from Canadian company Barrick amid dispute over share of revenue. But in fact, this gold is Malian gold. It's African gold. Barrick is not the owner. He's not the owner of African gold. We Africans, we are the owners of our gold. And then we can invite for a short time and in some conditions, in certain conditions, we can invite a company to exploit it with us. And we can say at any time, this is the end of your exploitation of our gold. Or we can say, you have to increase the percentage of our benefit in the revenue. You have to increase our share of the revenue of our gold. And this is logic. This is senseful. This is meaningful. How can you dare talk about Malian gold like being Canadian gold,
or Barrick's gold. It is African gold. This is Malian gold. The owner is Mali. And this is a very serious problem you have with all African natural resources. You talk about African natural resources like they were not owned by Africans. You consider Africans like people who are just in a loan of their own natural resources, in their own continent, in their own ground, their own soil. This is unbelievable. Donc le premier point à corriger, c'est cela. Il faut leur dire que l'or de l'Afrique appartient aux Africains. Les compagnies étrangères qui viennent exploiter l'or en Afrique l'exploitent dans les conditions que les Africains leur fixent. Et les Africains, en tant que propriétaires de leur or, sont libres de changer les conditions à tout moment. Mais oui! Donc, revoyez votre ligne éditoriale internationale. Oh, le Mali saisit 3 tonnes d'or de Barrick Gold. Il n'a pas saisi 3 tonnes d'or de Barrick Gold. Le Mali a récupéré 3 de ces tonnes d'or que Barrick Gold voulait emporter. Écrivez ça. Réécrivez-moi tout ce storytelling-là. Le Mali récupère 3 tonnes d'or maliennes que Barrick Gold voulait injustement emporter. Oui, parce que c'est le Mali qui dit les quantités d'or que Barrick Gold a le droit de prendre chez lui. C'est le Mali qui dit. C'est le Mali qui permet ou qui ne permet pas. En tant qu'il est un État souverain. Écrivez ça. Et ça, c'est la première remarque. Toute une campagne de presse, c'est à peine si on ne veut pas présenter le Mali comme ayant volé son propre or. Ah! Ça me rappelle une accusation qu'on a formulée contre moi en France. Mes amis, à travers le monde, m'acheminent de l'aide parce qu'on me persécute en France. Je récupère mon aide. Monsieur Macron organise un procès pour m'accuser d'avoir volé mon propre argent qu'on m'a donné. C'est ce que je vois avec Barrick Gold. Le Mali prend son or. On dit, ah, le Mali a arraché l'or de Barrick Gold. Barrick Gold a eu l'or où? Au Mali. Ah, Barrick Gold a eu l'or où? Au Mali. Comment le Mali peut arracher son or? Et vous dites que le Mali a arraché l'or de quelqu'un. Le Mali a récupéré son or. Il s'agit d'une récupération. Le bon verbe is to recuperate. To take back. Récupérer. Récupérer. On est là dans une logique de récupération. Bon. Mais il y a un deuxième détail succulent, appétissant dans cette histoire. Vraiment, c'est le détail qui me plaît le plus. Vous savez combien ça vaut ce qui a été saisi par le Mali? Ce qui a été saisi par le Mali, là, est évalué par le site international Global Data. Les 3 tonnes d'or qui ont été saisies. Vous savez combien ça rapporte au Mali immédiatement? 245 millions de dollars. Ce que le Mali a saisi là, ça lui a donné immédiatement 245 millions de dollars. Et le ministère malien de l'économie et des finances prévoit que dans les 3 premiers mois de l'année 2025, le Mali va ramener dans ses caisses au moins 1 milliard de dollars d'exploitation de ses ressources minières. 1 milliard de dollars de bénéfices sont prévus pour entrer dans les caisses du Mali avant le 31 mars 2025. Ouais. Mais oui! C'est ça qu'on appelle les fils et les filles du pays au travail. Est-ce que vous vous rendez compte que 245 millions de dollars, c'est plusieurs centaines de milliards? Attendez, je vais voir combien ça donne en milliards. En milliards de CFA. 245 millions de dollars. Que quelqu'un me calcule exactement ce que ça donne en milliards de CFA. Donc, le Mali, une seule saisie, 245 millions de dollars. Soit plusieurs centaines de milliards de CFA, à mon avis. Peut-être au moins une centaine de milliards de CFA. Je vous dis, hein, je vous pose la question. Donc, on avait tout cet argent dans nos pays. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, l'or du Mali est exploité par plusieurs compagnies comme ça depuis très longtemps. Il a fallu qu'Assimi Goïta et ses compagnons arrivent à la tête du Mali pour que les Maliens se rendent compte de l'ampleur de leur richesse. Les Maliens sont assis sur des tonnes d'or. Ils sont assis sur des tonnes sur des centaines de millions de dollars. Ils sont assis sur des centaines de... Hein?
Ça me rappelle l'effet que ça m'a fait quand les Chinois ont fait une avance de près de 500 millions de dollars au Niger pour le début de la commercialisation de son pétrole. Je n'en revenais pas. J'ai dit aux autorités nigériennes que j'ai rencontrées, Excellence, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ces 60 dernières années dans les pays africains? Est-ce que vous voyez ce qu'on peut gagner par une gestion souverainiste des ressources du sous-sol en un mois, en deux, en trois? Vous êtes payé 400 millions de dollars. Et ça vous est payé par CNPC, le groupe chinois, sans même qu'il éternue. 400 millions de dollars. Et là, le Mali vient de récupérer 245 millions. Il a pris 3 tonnes. Les 3 tonnes, valeur 245 millions de dollars. Donc, en fait, ça veut dire que depuis 60 ans, que l'or du Mali est exploité de façon très intensive et très industrielle, est-ce que vous imaginez la quantité d'argent qui a été volé au Mali? Mais en fait, on devrait décréter une journée de deuil national partout en Afrique. Le deuil des matières premières. Il faut qu'on élève le niveau de conscience des Africains sur l'immensité de la richesse qu'ils ont sous leurs pieds. Et qu'il y ait une journée où on va pleurer pour tout ce qui nous a été volé. Journée de commémoration continentale du pillage de l'Afrique. C'est la proposition forte qui m'est inspirée par les événements que j'observe. Il nous faut instaurer une journée de commémoration du pillage de l'Afrique. Il faut qu'on rappelle chaque année aux Africains qu'ils doivent mettre fin au pillage de l'Afrique. Et la journée de commémoration aurait 3 fonctions. On va évaluer les quantités de matières premières qui ont été pillées sur le continent, les quantités de richesses qui ont été pillées sur le continent. L'Observatoire va actualiser d'année en année les données sur le pillage de l'Afrique et l'usage qui a été fait des richesses volées à l'Afrique. Première vocation. Deuxième vocation, la journée de commémoration du pillage du continent africain permettra d'étudier toutes les techniques de pillage utilisées contre l'Afrique depuis des siècles. On va les documenter au point qu'il y aura en réalité un centre d'études sur les techniques de pillage testées en Afrique. Deuxième finalité, maîtriser les techniques de pillage pour bien les combattre. Et puis, troisième finalité, mais recommander des stratégies, non pas simplement pour mettre fin au pillage, mais pour l'indemnisation des pillages, pour les réparations des pillages, et explorer des méthodes d'anticipation de la créativité des pilleurs. Donc, quand je théorisais ce matin la journée de commémoration continentale du pillage, je savais que quand je la proposerais, les Africains commenceraient d'abord par rire un peu de tout ça. Mais quand je donnerais le contenu de la journée, les Africains ne riraient plus. Parce qu'ils se rendraient compte que nous avons effectivement là un sujet sérieux. Le pillage du continent doit être documenté, il doit être mémorisé. Il doit devenir un élément de la vigilance citoyenne des Africains. Donc, regardez que là, le Mali récupère quoi? Il récupère 245 millions de dollars en une décision. Il prend 3 tonnes. Imaginez donc les quantités de tonnes d'or qui sont sorties depuis que Barrick Gold travaille au Mali. Imaginez les autres compagnies minières qui ont travaillé au Mali depuis plus de 60 ans, ce qu'elles ont sorti. Imaginez les pertes que le Mali a consenties parce que l'État était faible et parce que la vigilance des autorités était quasiment nulle. Et qu'en fait, dans ce cafouillage, les élites en ont profité essentiellement pour voler l'argent public, pour gruger leur peuple, en le laissant dans un retard collectif, en le laissant dans une misère collective crasse. Oui, les prouesses du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans la récupération de leur souveraineté sur les ressources naturelles, sont une école pour le continent africain. Ayons l'humilité d'apprendre des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens à travers les pas de géants qu'ils accomplissent chaque jour pour rendre à l'Afrique, rendre au peuple africain sa richesse. Car nous n'oublions pas, quand nous abordons ces questions, le grand aveu de M. Chirac, qui nous a mis sur la piste de la nécessité de créer une journée de commémoration du pillage de l'Afrique. M. Chirac,
En effet, qu'est-ce qu'on oublie souvent? On oublie seulement une chose, Oui. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie Oui. vient précisément de l'exploitation depuis des siècles Oui. de l'Afrique. Oui. Pas uniquement, Oui. mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà M. Chirac qui nous rappelle nos devoirs. Voilà, mes amis me donnent une évaluation, ils ont calculé, on est autour environ 160 milliards de francs CFA. 160 milliards de francs CFA, en un coup, sont entrés dans les caisses de l'État malien. 245 millions de dollars, c'est environ 160 milliards de CFA. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la capacité de financement qu'un pays comme le Mali possédait et qu'il n'utilisait pas? Vous vous rendez compte de la capacité de financement du Burkina? Le Burkina Faso qui est en train d'effacer sa dette extérieure en un temps record? Est-ce que vous imaginez le tort que nos dirigeants les plus lâches, les plus corrompus, nos dirigeants néocolonisés, les valets, est-ce que vous imaginez le tort qu'ils ont commis contre des générations et des générations? Parce que moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est à travers ces succès du Mali, du Burkina et du Niger, je fais une projection sur ce qu'on nous a volé. Si sur, mettons un trimestre, 3 mois, le Mali est capable de récupérer de son or, en 3 mois, 1 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'en 9 mois, le Mali pouvait gagner 3 milliards de dollars. En 12 mois, le Mali pourrait gagner 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars en un an. Maintenant, imaginez, faites un calcul rétrospectif. Rien que sur l'or. Imaginez que le Mali, rien que sur l'or, eh bien, pouvait faire donc 4 milliards de dollars par an depuis 1960. Calculez 4 milliards de dollars multipliés par, eh bien, 60 ans. Et vous, rien qu'à partir de cette projection, mais il y a de quoi s'évanouir, il y a de quoi demander à être hospitalisé avec perfusion. Quand tu penses à l'irresponsabilité de nos dirigeants successifs dans nos pays africains, ces gens-là qu'on a abusivement appelés présidents, et qui étaient en réalité des monstres d'inhumanité, des monstres sans pitié envers leur peuple, des gens, mais dis donc, c'est pas possible, des démons incarnés. Parce que comment on a pu laisser sortir de telles richesses et en même temps aller surendetter les pays africains auprès du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, du Club de Londres. C'est pas possible. C'est une irresponsabilité. Je ne sais pas, j'ai même pas encore réussi à trouver des mots. Parce que chaque jour que j'évalue, et c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on mette en place une journée continentale de commémoration du pillage. Il faut qu'on crée un institut de lutte contre le pillage de l'Afrique. Ça, c'est un institut à part. Un haut commissariat de lutte contre le pillage de l'Afrique doit être créé. D'abord dans chaque pays, haut commissariat de lutte contre le pillage. Parce que nous sommes le continent le plus pillé de l'humanité. Et ça continue pendant qu'on parle. Les pilleurs sont au travail. Les pilleurs sont au travail. Quand ils ont des difficultés au Mali, au Burkina, au Niger, les voilà en Angola, les voilà au Kenya, les voilà au Mozambique, les voilà au Congo. Ils migrent comme des oiseaux pèlerins à la recherche de territoires où leurs micmacs, leurs méthodes obscures, absconses, sont moins bien maîtrisées, à la recherche de nouvelles victimes. Quelle honte pour ceux qui ont dirigé des pays africains où ce pillage éhonté a prospéré. Rétrospectivement,
nous ne mesurions pas à quel point nous avions raison de détester les dictateurs africains. Avec la révolution de l'information, nous avons accès maintenant aux données de leurs crimes, surtout les crimes économiques dont nous parlons. C'est tout simplement aberrant. Ces gens-là, mais ce n'est pas possible. Je voudrais donc me joindre à vous pour saluer les autorités maliennes pour le courage, la lucidité et l'intrépidité, la proactivité dont elles font preuve dans la récupération du patrimoine. L'armée béninoise à la croisée des chemins. Soumission au terrorisme ou lutte antiterroriste? On doit vraiment se poser cette question. Pourquoi je dis que l'armée béninoise est à la croisée des chemins? Je suis parti de l'observation d'une déclaration du chef d'état-major de l'armée béninoise. Une déclaration très ambiguë, très louche. Une déclaration qui pue l'insincérité. Une déclaration qui pue l'hypocrisie. Et en même temps, une déclaration alarmante, très inquiétante pour l'armée béninoise. Je vais lui donner la parole. Il va lui-même parler. Et vous allez vous-même voir sa manière de parler qu'il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise et que les jours à venir sont loin d'être clairs au sein de cette armée. Donnons la parole à ce chef principal de l'armée béninoise, je crois que c'est le chef d'état-major, le général Baguidi. Le général Baguidi est interrogé sur la bonne stratégie à adopter, la bonne stratégie à adopter dans la lutte contre... 72 heures après le... En République démocratique du Congo, mais... Dans la lutte contre les terroristes. Voilà. Je vais vous faire entendre cela. Je vous mets le haut-parleur parce que le général Baguidi... Ah, vraiment, ce qu'il a dit là est très louche. Hein? Ce qu'il a dit est très louche. Je vais lui donner la parole. Général, venez nous dire ici. Ouais. Général Baguidi, vous avez parlé de synergie d'action. En vous prenant au mot, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion qui propose que le Bénin donne la main au Burkina, au Niger, pour donner naissance à une force qui puisse combattre l'hydre que nous avons en face de nous? Vous savez, le Bénin a toujours cherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu deux fois au Burkina Faso. Je me suis rendu deux fois au Burkina Faso pour proposer de travailler ensemble. Je vais vous répéter cette chose. Que un jour, ça suffira, je ne désespère pas. C'est la même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Il confie des frontières. Nous avons le devoir de nous attendre pour lui proposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il faut. Quel est le dernier bilan? Le dernier bilan, s'il vous plaît. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Celui que vous l'avez, c'est le même. Très bien. Vous avez écouté le général Baguidi, qui est donc une autorité importante de l'armée béninoise, qui dit que, à la question posée, est-ce que vous allez finalement vous résoudre à vous associer avec tous les autres pays, donc notamment les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, pour combattre le terrorisme? Réponse du général Baguidi, première phase, mais nous avons toujours voulu combattre le terrorisme en synergie avec le Burkina, le Niger, le Mali. Je me suis rendu au Burkina Faso, par exemple, plus de 2 fois. Le président Patrice Talon s'est déjà rendu dans tous ces pays-là dans le but de chercher à bâtir une synergie. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, du général Baguidi, chef d'état-major, je pense, de l'armée béninoise. Tôt ou tard, il va falloir que nous nous mettions avec tous les autres pays de la sous-région pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme
nous affrontent en réseau et il va falloir que nous aussi, nous fassions un réseau pour faire face, tôt ou tard. Je prends le premier aspect de la déclaration du général Gbagidi. Il parle du Bénin qui aurait recherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pose la question, mais de quelle façon le Bénin a-t-il cherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors qu'il s'est associé à toutes les sanctions illégales, criminelles, illégitimes, inhumaines, qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger. Quelle est cette synergie que cherchait Talon? Ça ressemble étrangement à la synergie entre la corde et le pendu. Vous voyez comment la corde adore le pendu. Le pendu est bien attaché par la corde. Il y a une synergie entre la corde et lui. Patrice Talon et son régime se sont comportés envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme la corde doit se comporter avec le pendu. Ils n'ont songé qu'à serrer le cou de ces pays. Talon n'a-t-il pas signé les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali? N'est-ce pas le même Patrice Talon qui était l'un des principaux chefs de la coalition militaire qui devait agresser le Niger? N'a-t-il pas lui-même préconisé l'entrée des troupes béninoises dans le sol nigérien aux côtés des troupes nigérianes et des troupes ivoiriennes dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la force de la CEDEAO? Patrice Talon a-t-il recherché une synergie avec le Niger en déclarant comme il l'avait fait la guerre au Niger? Mais le général Gbagidi, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Gbagidi, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Gbagidi. Quand on dit quelque chose, il faudrait au moins se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on ne le dise. Il faudrait au moins définir le domaine de définition, tracer le domaine de définition du propos. Le Bénin synergique, n'est-ce pas le Bénin qui a appliqué un embargo inhumain contre son peuple frère, eh bien, du Niger, qui a fermé le port de Cotonou pour que les Nigériens crèvent de faim, que les Nigériens crèvent de maladies, que les maladies les tuent, pour que les entreprises nigériennes périclitent et que les Nigériens et les Nigériens se retrouvent au chômage. Qui a fait ça? N'est-ce pas Patrice Talon, général Gbagidi? Vous appelez cela la synergie? Comment le mot synergie peut-il sortir de la bouche de cet officier général sans qu'il n'ait d'ailleurs littéralement la bouche qui saigne, tellement son mot est une lame de rasoir crachée par un diablotin? C'est extraordinaire, mais pour qui prennent-ils les peuples africains, ces officiels des pays néocoloniaux? Il se tient devant les Béninois. Les Béninois savent ce que Talon a fait contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les Béninois ont vu tous les sommets successifs où Talon était dans une posture agressive, guerrière. Mais enfin, il y a quand même un troisième point important. Mais comment peut-on agir en synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, ce sont ces puissances qui sont les principales partenaires de la lutte antiterroriste du Bénin. Quelle synergie le Bénin peut-il envisager avec l'Alliance des États du Sahel, alors que l'Alliance des États du Sahel a décidé de ne plus mener une lutte antiterroriste contradictoire? On ne peut pas combattre le terrorisme en se faisant aider par la coalition qui a rendu possible l'invasion terroriste du Sahel. Ceux qui ont tué Kadhafi, bombardé la Libye pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique sous nos yeux en plein jour, en Syrie et à Damas, ceux-là ne peuvent pas être les compagnons de la libération de l'Afrique de l'emprise du terrorisme. Ce n'est pas possible. Monsieur Gbagidi, retournez faire vos études de logique. La logique élémentaire. On ne peut pas mener la lutte antiterroriste avec des puissances qui se comportent envers l'Afrique selon la stratégie du pompier pyromane. C'est-à-dire que les mêmes qui ont détruit la Libye, en sachant très bien que le Sahel et le golfe de Guinée allaient être impactés, sont les mêmes qui viennent vouloir imposer leur base tout au long du Sahel et vouloir s'installer sur le golfe de Guinée. Avec un seul objectif, la même mise sur l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium des Africains. Et quand on rappelle cette évidence, ils appellent cela cultiver la haine. Ce n'est pas possible
que les Africains, les Africaines se contentent de dire ce qui est vrai et que l'on présente cela comme cultiver la haine. Vous savez pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye? Les emails de Mme Clinton ont révélé les vraies causes du saccage de la Libye. Et vous savez donc pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. C'était pour que toute la bande sahélienne soit déstabilisée et le golfe de Guinée. Et pour obtenir des États fragiles qui acceptent par conséquent d'être militairement recolonisés et d'être ad vitam aeternam, pourvoyeurs en matières premières gratuites et à tout prendre moins cher pour le grand capitalisme occidental et moyen-oriental. Voilà le plan. Le président nigérien, en 2011, s'appelle Mahamadou Issoufou. Il vient à Deauville le 27 mai 2011 et il dit à Barack Hussein Obama, président des États-Unis, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Ne bombardez pas, ne cassez pas la Libye. Si vous cassez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. We will complete the job. Non, nous irons jusqu'au bout de notre plan. Nous allons finir notre travail. Voilà la réponse publique de Barack Hussein Obama. Cet homme qui a trahi le peuple africain, qui a trahi la terre de ses pères. Obama Hussein Barack. Donc, très sérieusement, comment, de quel point de vue, le général Baguidi peut-il parler de synergie entre le Bénin et les pays de l'AES dans la lutte antiterroriste, alors qu'aucune des conditions d'une synergie n'est remplie? De façon répétée, les autorités burkinabées, maliennes, nigériennes, ont indiqué que plusieurs organisations terroristes prospéraient en raison de la complicité active et passive des autorités béninoises. Les autorités du Niger, le président Tiani, sont allés même jusqu'à donner les coordonnées précises, à rendre compte du contenu précis des conciliabules, des conclaves, donner des noms et des images. Le président Tiani est allé jusqu'à donner les coordonnées militaires, géographiques, des positions tenues par des forces hostiles à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Qu'est-ce que M. Talon a fait de tout cela? Quelles conséquences en a-t-il tiré? Non content déjà d'être en fait un empêcheur de vivre en paix en Afrique de l'Ouest, monsieur a importé l'armée la plus nuisible d'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest, l'armée rwandaise. Cette armée qui met le feu et le sang sur la terre africaine de la République démocratique du Congo, Patrice Talon l'a importée en Afrique de l'Ouest pour sécuriser son régime contre ses propres militaires. Mais M. Baguidi, le général, peut-il nous dire, franchement, que le président Talon lui fait confiance et que lui-même, Baguidi, le général, a confiance au président Talon alors qu'il a besoin de militaires rwandais pour assurer sa sécurité? Alors qu'il a des militaires au Bénin? Est-ce qu'une telle chose aurait été envisageable du vivant du président général Mathieu Kérékou? Qui pouvait imaginer que le Bénin devienne une néocolonie militaire du Rwanda sous le président Mathieu Kérékou? Qui pouvait proposer même une telle incongruité devant le peuple béninois, le père Kérékou étant vivant? Donc, je voudrais réagir enfin sur ce que j'ai vu là, en disant, mais il y a un malaise profond au sein de l'armée béninoise. Les soldats du rang savent très bien que la stratégie de Talon les expose à continuer à être inutilement sacrifiés. Les événements de ce mois de janvier au nord du Bénin vont continuer à se multiplier de cette façon tant que le Bénin n'a pas clarifié ses options géopolitiques et géostratégiques. Bref, tant qu'il n'a pas rompu avec l'alliance de l'OTAN qui a organisé la déstabilisation, mais de tout le sous-continent africain. Tant que, l'OTAN siège à l'intérieur des structures hiérarchiques de l'armée béninoise, le Bénin sera sous la pression terroriste, comme l'ont été le Mali
le Burkina Faso et le Niger tout le temps qu'ils étaient sous le commandement otanien. Voilà la vérité. Et je voudrais inviter le général Baguidi à méditer ce qui s'est passé au Niger. Je me souviens bien que, au départ, celui qui était alors le chef d'état-major des armées nigériennes, l'actuel ministre de la Défense, il était chef d'état-major de l'armée nigérienne, le général d'armée. Eh bien, je crois qu'il est général d'armée, oui, général de corps d'armée, Salifou Modi. Le général Salifou Modi a fait un déplacement. Il est venu rencontrer son frère, le général Assimi Goïta. À l'époque, il était colonel au Mali. Puis, il est allé rencontrer son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. De ce périple, quand il est revenu, il a senti que la stratégie malienne et la stratégie burkinabé de lutte antiterroriste étaient plus efficaces que la stratégie nigérienne. Quand il est revenu au Niger et qu'il en a parlé à Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, sous l'injonction des néocolonialistes français, a fait sauter de son poste de chef d'état-major le général Salifou Modi. Il l'a enlevé de son poste. Le général Salifou Modi a perdu son poste le jour où il a voulu amener son patron d'alors, Mohamed Bazoum, à changer de doctrine géopolitique et géostratégique pour protéger le Niger de la domination du terrorisme et de l'impérialisme. C'est comme ça qu'il a perdu son poste. Et votre serviteur était sorti. Quand j'ai rencontré pour la première fois en 2023, oui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2023, le général, en 2023, oui, 2024. Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois en 2024, le général Salifou Modi. Quand je l'ai rencontré, il se souvenait de la prédiction que j'avais faite. Parce que là encore, quand le général Salifou Modi a fait ce déplacement vers le Mali, et que j'ai vu qu'il était en bonne entente avec celui qui était encore le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, j'ai vu la synergie qu'il y avait entre lui et son frère, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina. Quand j'ai vu cela, quand j'ai vérifié cette synergie, j'ai dit qu'à son retour au Niger, le général Salifou Modi serait mis en demeure soit de se soumettre au maintien du ronronnement et de la dépendance envers l'OTAN dans la pseudo-lutte antiterroriste, soit il serait mis en demeure d'aller se faire voir ailleurs. Ça n'a pas duré. Dès qu'il a remis les pieds à Niamey, d'abord, il a été convoqué et il a été mis au rapport. Et vous retrouverez les vidéos et les images. Il était sermonné par son chef, le président Bazoum, avec ses alliés, les néocolonialistes français. Ça se voit dans l'image que, littéralement, quand il remet les pieds à Niamey, Salifou Modi est considéré comme quelqu'un qui aurait trahi. On le vire et pour l'empêcher d'être présent sur le territoire national, on l'affecte comme ambassadeur, si je me souviens bien, on l'affecte comme ambassadeur aux Émirats Arabes Unis. Et j'écris à ce moment-là, vous retrouverez mes publications de cette année, c'était en 2023, au mois de 2023. Non, j'ai rencontré pour la première fois le général Salifou Modi en décembre 2023 à Niamey. Donc, j'écris en 2023, autour d'avril par là, mars-avril, quand le général Modi est limogé, j'écris que dans les prochains jours, les prochains mois, à tout prendre, on devra compter avec le général Salifou Modi comme étant l'un des hommes les plus importants de la révolution nigérienne. Il reviendra en puissance au meilleur niveau de l'État du Niger. Ce général qui vient d'être relevé de ses fonctions. Et j'avais ajouté que mon conseil très fort au général, c'est de refuser d'aller aux Émirats Arabes Unis. Parce qu'on l'attend là-bas avec une fiole de poison pour le tuer à l'étranger. Que si j'étais à sa place, eh bien, je préférerais demander ma retraite anticipée et rester chez moi. J'avais écrit ça. Et quand j'ai rencontré le général, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris de lui qu'il avait pris connaissance de mes écrits à cette époque et de ma vidéo.
au mois d'avril par là 2023, il avait pris connaissance des vidéos de ce prof qui dit « Vous, Salif Oumodi, vous avez vocation à jouer un rôle capital au cœur du Niger qui vient. On vous a viré, mais on vous prépare à une grande mission. » Oui, j'ai eu l'honneur de savoir que le général Modi avait vu la prédiction et que quand elle s'est réalisée, je fais partie des êtres humains auxquels il a pensé. Quand il revient comme numéro 2 du CNSP, ah oui, tout le monde se souvient de ce que j'avais dit. Bon, alors donc, Baguidi devrait savoir que la politique du cul entre deux chaises, entre la soumission au néocolonialisme et à l'impérialisme et la défense des intérêts de son peuple, ça ne marche pas. Comme le disait un homme politique aujourd'hui décédé, paix à son âme, Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans le néocolonialisme, un pied hors du néocolonialisme, eh bien, c'est dehors. Un pied dans l'impérialisme, un pied hors de l'impérialisme, c'est dehors. Et c'est quelque chose que je vais expliquer à nouveau aux dirigeants tchadiens. Parce qu'ils semblent faire comme s'ils ne savent pas que l'impérialisme, le néocolonialisme ne supporte pas les petits pas d'à côté. Ils demandent une allégeance et une soumission complète. Exemplaire. Ils demandent un aplaventrisme total. Une soumission sans broncher. Et celui qui ne connaît pas ces règles du néocolonialisme et de l'impérialisme va l'apprendre à ses dépens. Donc, Général Baguidi et vous, officiers des armées du Bénin, la vérité est la suivante. Soit vous défendez votre peuple contre les terroristes et à ce moment-là, vous devez amener le régime à changer de stratégie géopolitique, de stratégie géostratégique, soit vous défendez les intérêts des puissances étrangères et vous continuez ce que vous faites actuellement. Et vous continuerez d'être frappé. Vous continuerez d'être piétiné. Vous continuerez d'être traité en esclave dans votre propre pays. C'est ça le choix. Le CNSP du Niger a pris ses responsabilités à un moment donné parce qu'il s'est rendu compte que Mohamed Bazoum lui proposait que l'armée nationale nigérienne soit esclave des groupes terroristes et des puissances impérialistes qui les parrainent en sous-main. Le président Tiani et ses compagnons ont dit non. C'est le même non qui a été dit par le président Assimi Goïta et ses compagnons au Mali. C'est le même non qui a été dit par Sankara II, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons au Burkina Faso. Il n'y a pas 36 000 façons d'expliquer cela. Le Bénin est à la croisée des chemins. Va-t-il se soumettre au terrorisme et à ses parrains ou va-t-il rompre avec le terrorisme et ses parrains? En tant que fils de l'Afrique, en tant que fils du Bénin, mon souhait ardent est que le peuple béninois et les forces vives du Bénin rompent avec le terrorisme et ses parrains et mobilisent leurs moyens pour entrer dans une véritable synergie, une cohérence dans la lutte antiterroriste. Laquelle cohérence exige qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'associant aux puissances qui le financent, qui l'arment, qui le soutiennent et qui l'ont rendu puissant en Afrique à travers le saccage de la Libye en 2011. Écrivez ça. Écrivez ça. Tilana Yom-I. Écrivez. Écrivez. On ne combat pas le terrorisme en s'associant à des puissances à la stratégie de pompier pyromane.